Dans ce nouvel épisode de Nuts Talk, Anthony nous parle de l'importance de bien manger. Il nous donne les clés pour comprendre comment l'alimentation joue un rôle crucial dans la performance et la santé. Il est important de revoir nos priorités pour prendre soin de notre santé. Dans cet épisode, découvre quelle alimentation privilégier et pourquoi il est important de faire les bons choix alimentaires, quoi manger et comment organiser ses repas, comment réguler la sécrétion d'insuline, les édulcorants sont-ils dangereux pour notre santé et comment trouver un équilibre dans notre alimentation. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Bonjour Anthony, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans Nuts Talk pour parler d'alimentation. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Salut Mehdi, bien, merci. Je suis un peu en décalage horaire là parce que je suis rentré de Montréal il y a peu de jours et j'enchaîne pas mal de conférences, donc mon temps est bien occupé en ce moment. Donc ça va, ça va, ça va. Alors effectivement, tu es sportif, nutritionniste, enseignant, conférencier, auteur de plusieurs livres et surtout expert en sport santé et sur les enjeux mondiaux de l'alimentation. D'où te vient cette fascination de l'alimentation? C'est une bonne question. Je pourrais pas te répondre précisément, mais je peux remonter au moins 30 ans en amont. C'est-à-dire que j'avais à peine 12, 13 ans. Je commençais déjà à m'intéresser au sujet. Je lisais des livres, des ouvrages sur la nutrition du sport parce qu'effectivement, j'ai très tôt été en sport-études. J'ai fait partie de l'équipe de France junior de triathlon. Donc, j'ai intégré en fait la nutrition comme un facteur de performance, mais très tôt en fait, en préadolescence. Et c'est un sujet qui m'a tellement animé que j'ai décidé d'en faire, toutes mes études et puis après mon métier par la suite et j'aime aussi, en tout cas, je pense que j'ai une vraie conviction pour, la transmission, et dans un monde, où il y a beaucoup de cacophonie nutritionnelle, finalement de parler de nutrition, ça me paraît très important. Donc effectivement, ça m'anime beaucoup et dans différents registres, parce que je trouve que c'est bien aussi de diversifier les activités. C'est un peu mon mode de fonctionnement. Donc voilà, pour faire simple. Ton premier livre, est réalisé en collaboration avec Yuka. Alors bon, Yuka, maintenant il y a beaucoup de monde, qui connaissent, hein. C'est l'application qui permet de scanner les produits alimentaires et d'obtenir des informations, sur les impacts, des produits sur la santé. Comment et pourquoi l'aventure Yuka? Alors, en fait, c'est une aventure qui a commencé, il y a 7 ans maintenant, je crois, ça devait être en 2016 de mémoire. Yuka n'était pas encore, lancé et Julie, donc qui est une des cofondatrices de Yuka, avait fait une de mes formations, et donc elle est venue me voir, par la suite en me proposant, de les aider, de les accompagner sur la partie nutrition parce que c'était pas leur cœur de métier, à l'époque. Et donc j'ai accepté avec plaisir, sans imaginer que ça aurait le succès voilà, que peut connaître l'application aujourd'hui, même si le principe était très intéressant. Effectivement, tous les ingrédients étaient là pour que ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est un vrai «raz-de-marée» entre guillemets, en termes de succès. Donc, je suis très heureux pour eux. Alors petite parenthèse, c'est pas mon premier livre en soi, c'est mon quatrième avec, quand je dis celui avec Yuka est mon quatrième, dans le sens où j'en avais coécrit 3 avec, un auteur qui s'appelle, Pascal Balducci dans le monde de la nutrition du sport. Mais effectivement, c'est le premier qui a été, on va dire, davantage médiatisé et alors mon rôle dans Yuka, en fait, c'est de les accompagner sur tout ce qui est lié au contenu nutritionnel, c'est-à-dire, les newsletters, les articles, le livre pour le coup. Donc, je leur apporte les données de fond scientifiques, Julie entre guillemets, les moulines à sa sauce et puis moi voilà, je cale, le fond, en fait, si jamais il y a besoin pour qu'on ait, je dirais une bonne cohérence comme ça entre le fond et la forme et donc je suis ravi de les accompagner, à ce niveau-là. Mais j'interviens pas ou peu sur le scoring en tant que tel, qui lui avait été déjà défini avant que «j'arrive» entre guillemets dans l'équipe parce que moi je suis pas du tout, partie prenante dans Yuka, hein, j'interviens de manière extérieure. Mais ils avaient déjà bien travaillé dessus, donc on a revu quelques éléments. Mais mon rôle est surtout sur le côté pédagogie et contenu, rédactionnel quoi, pour faire simple. En parlant de pédagogie, tu as récemment, sorti 2 livres, enfin, en début d'année, notamment «Du bon sens dans notre assiette» et il y a pas si longtemps que ça, juillet ou août, quelque chose comme ça de cette année, «Traiter de la pleine santé par l'alimentation durable». C'est quoi le but avec ces livres?
Alors ça, par contre, c'est un travail de longue haleine. Les 2 traitent du même sujet, c'est-à-dire, essayer d'apporter un regard et surtout des solutions, globales, les plus résilientes possibles, au sens, écologique, au sens de la santé, individuelle. C'est un travail qui m'a pris plus de 10 ans d'écriture et de recherche, notamment le 2e. Donc tu es tout à fait au fait par rapport aux dates de sortie, c'est ça. Donc le traité de la pleine santé est sorti, début juillet, et j'ai envie de dire, c'est le vrai au sens, c'est celui qui, m'a demandé le plus de temps puisqu'il fait plus de 1000 pages, il y a plus de 10 000 publications référencées dans le livre, donc un certain nombre à côté qui n'ont pas été, mentionnés, mais que j'ai forcément, regardés et que j'ai pas sélectionnés. Donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et le 2e qui s'appelle La nutrition du bon sens, qui est sorti, à la fin du mois de février chez, Actes Sud, lui a pour but de traiter des mêmes, informations, mais de manière plus vulgarisée, plus synthétisée, et aussi avec un versant un peu plus pratique que l'autre qui se destine davantage à soit des professionnels de santé ou des personnes qui sont déjà très sensibilisées à la nutrition, dans le sens où il y a beaucoup de documentation scientifique, beaucoup de protocoles, thérapeutiques. Alors quand je dis thérapeutique, je m'entends, c'est au sens, de l'accompagnement d'un certain nombre de pathologies sur la partie, nutritionnelle, un vade-mecum de micronutrition. Donc vraiment pour des personnes qui ont besoin de ça dans leur pratique ou qui ont envie d'aller regarder dans le détail. Hem, L'idée, c'était en fait de mettre à plat un peu toutes les croyances nutritionnelles qu'on peut avoir, y compris les miennes, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Et dans le parcours universitaire, le parcours de formation, on entend des informations, on les apprend, mais elles ont parfois aussi besoin d'être réactualisées. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment d'être le plus objectif possible sur la base de la littérature et de la science récente pour essayer de répondre à certaines questions comme, est-ce qu'il faut être flexitarien? Est-ce qu'on peut être vegan? Est-ce qu'on peut concilier écologie et nutrition? Est-ce qu'il faut faire attention au gluten, aux produits laitiers? Est-ce qu'on peut jeûner de manière longue, de manière intermittente? Bon bref, beaucoup de sujets et là qu'on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui sur la nutrition. Et avec un peu mon trépied à moi, qui est, la micronutrition, parce que je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, il y a une vingtaine d'années maintenant, quasiment, en fait, très tôt, c'est un sujet qui m'a intéressé. Le regard écologique, parce que j'ai, beaucoup enseigné donc à l'EPFL, à l'École polytechnique de Lausanne, sur les enjeux mondiaux de 2050. Donc toutes les projections écologiques, sanitaires, géopolitiques, nutritionnelles, entre autres, et le 3e, élément du trépied qui est l'approche évolutionniste, à savoir, finalement, comment on a évolué au cours du temps d'un point de vue génétique, comment on s'est adapté aux changements, environnementaux et de quel bagage on dispose aujourd'hui pour faire en sorte, en fait, de vivre le mieux possible dans l'environnement qui est le nôtre, et malheureusement avec un mode de vie qui n'est pas très cohérent, par rapport à notre santé, qu'on parle d'alimentation, de sédentarité, de sommeil, de stress chronique, de niveau de contaminants ou d'intrants chimiques. Donc c'est effectivement, beaucoup de sujets qui sont assez récents dans notre évolution en tant que telle, même si bien sûr, par exemple le fait d'avoir à disposition de l'aliment, ou des aliments, bah, ça a toujours été, une priorité depuis entre guillemets «la nuit des temps». Mais là, on est face à des enjeux d'excès de calories, alors de déficit pour d'autres populations. Là, je parle pour la population occidentale de manière générale, avec des niveaux de transformation, importants. Et puis, comme tu le sais, je pense très bien, un réchauffement climatique, des limites de biocapacité, planétaire qui ont été atteintes, une évolution de démographie, aussi qui fait qu'on est de plus en plus sur la planète. On est de plus en plus aussi forcément à vieillir, avec donc une projection à plus d'1,5 milliard de personnes, de plus de 65 ans en 2050, contre à peu près 500 millions aujourd'hui, et une espérance de vie en bonne santé dans les pays occidentaux qui a tendance à stagner, voire à diminuer. Donc voilà, ça fait beaucoup de sujets. Et l'idée, c'est d'essayer d'être le plus quand je dis le plus global et le plus résilient possible par rapport à toutes ces données, quoi. Et c'est comme ça que les livres sont nés. Et au départ, j'étais parti pour, 6 mois, 1 an d'écriture et de recherche. Et en fait, c'est tellement des poupées russes et des approches systémiques que, ça m'a pris 10 ans, quoi, tout simplement.
J'interromps l'épisode quelques secondes pour te poser une question. Est-ce que tu consommes des compléments alimentaires ou des produits nutritionnels pour sportifs? Si oui, es-tu vraiment sûr de ce qu'ils contiennent? Parce que soyons honnêtes, lire les étiquettes, c'est souvent compliqué et loin d'être suffisant pour tout comprendre. Et si derrière une belle promesse marketing se cachaient des ingrédients douteux, ou pire, des impacts négatifs sur ta santé et l'environnement? C'est pourquoi je suis super heureux de te partager une bonne nouvelle. L'application ScanNuts est enfin disponible gratuitement sur Android et iOS. Elle te permet d'analyser et de décrypter tous tes produits de manière 100% transparente et facile à comprendre. Avec ScanNuts, tu peux également jouer à des quiz, apprendre à mieux consommer et même gagner des cadeaux exclusifs. Télécharge l'application ScanNuts dès maintenant et reprends le contrôle de ta santé. Maintenant, tu le sais. Et comme tu dis, ça fait énormément de sujets à traiter. Et comment tu t'y prends pour sourcer, pour en retirer les bonnes informations et synthétiser tout ça, dans un seul livre au final? Ouais. Alors quand même un livre, encore une fois, de plus de 1000 pages qui fait quasiment le format A4, donc si tu veux, il y a de la place pour écrire un peu. Mais pour extraire les bonnes informations, j'ai pas la prétention de dire que ce sont les bonnes, mais en tout cas, c'est celles que moi je pense les plus adaptées. Et il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'il faut lire les publications, il faut rester dans l'actualité tous les jours. Je passe 1 ou plusieurs heures à regarder toutes les dernières publications et surtout après ce travail, maintenant c'est devenu un automatisme, un réflexe pour moi, parce que c'est déjà une stimulation intellectuelle et puis ça permet toujours de nuancer certaines données. Donc à côté de ça, j'ai un organisme de formation où j'interviens pour les professionnels de santé, donc monde médical et paramédical. J'interviens aussi donc à l'université sur les formations initiales. Donc j'ai toujours eu ce besoin, si tu veux, de m'actualiser à partir de la littérature scientifique. Donc c'est de la recherche permanente, c'est de la lecture voilà, des publications et en fait, souvent je dis ça aux personnes que je forme, c'est de s'entraîner, de s'entraîner et de s'entraîner encore. C'est-à-dire que en fait, c'est par la répétition de l'apprentissage de l'analyse critique en fait des publications qu'on est de plus en plus à l'aise et qu'on essaie d'extraire en fait, les biais possibles ou les conclusions quand elles sont intéressantes. Donc j'ai envie de dire que c'est l'expérience à ce niveau-là et puis la rigueur, même si pour moi c'est pas un effort, je dis c'est plus devenu un réflexe et une vraie stimulation, de regarder, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, ça c'est plus une recommandation que je fais aux personnes qui le souhaitent, de toujours se remettre en question à partir des données parce que c'est comme ça que pour moi on avance le mieux et j'espère que peut-être pas tout ce que j'ai écrit, mais une partie de ce que j'ai écrit sera remis en question, dans quelque temps parce que ça veut dire qu'on aura avancé et peut-être moi le premier. Dans quelque temps, je dirai des choses différentes et c'est très bien parce que, je pense qu'il y a rien de figé dans une science où finalement il y a vraiment cet aspect multidimensionnel et puis une science qui est récente, malgré tout, hein, parce que bon, dans les années 80-90, on s'est beaucoup intéressé à l'approche macronutritionnelle, donc les glucides, les lipides, les protéines. Début des années 2000, cette approche de micronutrition est venu le microbiote, est venu un peu plus de connaissances sur le métabolisme insulinique, sur le rythme circadien, sur l'impact notamment des horloges biologiques, la connaissance de l'épigénétique, des niveaux d'exposition aux contaminants qui augmentent, donc une connaissance dans ce sens qui augmente aussi. Donc, on ne peut pas, à mon sens, aujourd'hui, parler de nutrition sur la base de données qui datent de 30 ou 40 ans, voire même d'une dizaine d'années, parce que c'est en tel bouleversement, en tel changement, que ça nécessite en fait de s'actualiser tout le temps. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je recommande tout le temps, quoi. Eh ben, on va plonger, directement dans le sujet. On va d'abord parler un peu du côté de la planète, et ensuite on partira vraiment sur l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, et cetera. Alors tu as parlé des limites planétaires atteintes, est-ce que tu peux nous détailler un peu, c'est quoi les limites qui sont atteintes? Quelles sont, les causes, les problématiques qui en résultent? Oui, alors je ne vais peut-être pas toutes les détailler parce que ça nous demanderait du temps, mais pour simplifier, les experts ont défini 7, pardon, n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je parle de 7, 9 limites planétaires. Et on parle de biocapacité parce qu'effectivement, notre système biologique est fini au sens où on évolue sur une planète qui est
qui est par définition fini, même si on veut en explorer d'autres et qu'on va chercher parfois voilà, des solutions peut-être dans d'autres galaxies voilà, à l'avenir, on n'en sait rien du tout, mais aujourd'hui, on a une planète et avec des limites. Et donc, notamment les effets donc, des émissions de gaz à effet de serre, donc la notion de réchauffement climatique, la notion de statut hydrique et de statut en eau potable en particulier. On a la biodiversité, ce qu'on appelle l'eutrophisation ou l'acidification des sols. On a la notion de quantité d'aérosols, c'est-à-dire de particules qui vont être présentes dans l'air. Voilà, et voilà, on pourra en développer d'autres, mais là j'en cite quelques-unes. Et ce qu'on voit, c'est que, alors on connaît la problématique du réchauffement climatique, des émissions de gaz à effet de serre, c'est de plus en plus médiatisé, mais finalement, on a déjà 6 limites qui sont atteintes. Et on en a eu 3 jusqu'à il y a quelques années. Et donc sur ces dernières années, et notamment sur les 2 dernières années, en fait, on arrive à 6. Donc on voit un système qui s'accélère avec des modélisations qu'on ne maîtrise pas forcément. Tu as peut-être entendu parler de boucles de rétroaction. Et on voit ce qui se passe là actuellement donc sur les intempéries, sur les inondations, sur la sécheresse. Donc on voit qu'il y a un dérèglement important. Et en fonction également des zones géographiques, on a parfois du mal à anticiper, notamment ce qui s'est passé en Europe l'année dernière n'a pas été, n'a pas été modélisé avec une telle vitesse dans d'autres continents aussi. Donc en fait, il y a plein d'inconnus aujourd'hui, même si on essaie de maîtriser au maximum. Et on parle beaucoup bien sûr de l'électricité, en tout cas des énergies. On va parler des modes de transport, et cetera. Et ça, c'est des vrais sujets d'actualité. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'essaye de limiter au grand maximum l'avion. Et là, j'ai dû le prendre et c'est un vrai cas de conscience, mais vraiment. Donc, on parle d'éco-anxiété. Et pour moi, ça a été une vraie balance bénéfice-contrainte, entre guillemets. Mais voilà, donc tout ça est très important sur le côté écologique, mais l'alimentation est souvent sous-estimée, même si on commence à en parler de plus en plus. Et on a, donc, en fonction des études, on estime qu'il y a à peu près entre 27 et 35 des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au modèle agricole, c'est-à-dire la culture et l'élevage. Dont notamment l'élevage, ça serait à peu près 2 tiers de ce tiers, et dans les 2 tiers, 75% qui seraient liés donc aux ruminants et au mode d'élevage des ruminants. Donc on a un réel enjeu autour des choix alimentaires et surtout du modèle agricole, voire agroalimentaire si on y associe donc l'industrie agroalimentaire ou les circuits de distribution, etc., vis-à-vis de ces limites, et notamment sur la perte de biodiversité, quand on parle de biocides, etc., pour favoriser certaines récoltes, bah, on a des impacts qui sont très importants sur cette biodiversité, sur l'acidification des sols également. Donc, on a utilisé beaucoup d'azote, on a également donc tous les sujets d'élevage intensif, par exemple pour la volaille, où on sait que c'est un sujet important sur la notion d'acidification des sols. Donc, ça va bien au-delà en fait des émissions de gaz à effet de serre, même si bien évidemment c'est un critère qui est important, et on sait qu'il est malheureusement comment dire, peu régulé, puisqu'on bah, le GIEC nous a beaucoup parlé hein, de limiter à 1,5 degré à 2 degrés ce réchauffement climatique à l'horizon 2050. On sait qu'aujourd'hui on n'est plus dans une probabilité mais une certitude, et à 2040 voire un petit peu plus tôt. Donc ce qui est très intéressant dans l'alimentation, c'est que c'est quelque chose de concret sur lequel on peut agir à titre individuel et sur des modèles qui ont déjà été éprouvés. Qu'on parle d'agroécologie, de permaculture et autres, bien au-delà du bio. Donc on a des bases très intéressantes, des bases qui ont été expérimentées, et on a également donc des enjeux autour de la nutrition. Parce qu'en fait, quand on revoit le mode de culture, on pourra citer peut-être quelques exemples si tu veux, ou les modes d'élevage, on peut avoir un schéma vertueux, par exemple sur un modèle extensif au niveau de l'élevage, donc pour la partie écologique, pour le bien-être animal, mais aussi pour la partie nutritionnelle, où notamment le profil oméga 3, oméga 6 ne va pas être le même dans un produit animal ou dans un lait ou un produit laitier d'un ruminant qui aura brouté de l'herbe, du foin, qui aura été en pâturage, par
par rapport au même animal qui aura pris des tourteaux de soja, des tourteaux de maïs qui vont être beaucoup plus riches en oméga 6 et qui vont être métabolisés par l'animal. Donc, sans rentrer dans trop de détails, on voit que en réfléchissant sur l'ensemble de la filière, on a des solutions écologiques et des solutions nutritionnelles. Pareil pour le bio, qu'on peut critiquer sur un certain nombre d'éléments. Simplement, ce que nous disent les méta-analyses, c'est que la teneur en polyphénol dans les fruits et les légumes bio est plus importante. Et notamment parce que les polyphénols sont des composés d'agression contre des insectes, des parasites, mais aussi contre la sécheresse, la chaleur, etc. Donc un plant de tomate ou un pommier qui a dû se défendre tout seul face au stress, eh ben, il va développer plus de polyphénol dans le fruit pour s'adapter à ce niveau-là et se protéger. Et donc quand on croque dans cet aliment, on a ces polyphénols qui sont des agresseurs pour nous, au niveau cellulaire, en particulier au niveau mitochondrial, mais qui nous renforcent dans notre capacité de défense. Principe d'Hormèse qui est très, très intéressant, notion de stress positif. Donc en fait, quand on parle du bio et de limiter les intrants chimiques, on va avoir un aspect de santé, on va avoir un aspect bien sûr écologique, et nutritionnellement parlant, on a aussi un impact, même si encore une fois, il y a beaucoup de disparités dans cette notion de label bio et il peut être nuancé sur plein d'aspects. C'était un cahier des charges avec une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc, je dirais que les méta-analyses nous donnent quand même une tendance qui limite ces biais. Et je dirais que ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut en ressortir au niveau nutritionnel. Et c'est cet exemple de polyphénol. Donc là, j'en ai pris un pour le produit animal, un pour le produit végétal. Donc, on voit que quand on a une réflexion vertueuse, on a des réponses qui sont encore une fois écologiques et nutritionnelles, voire liées au bien-être animal si on rentre dans ce sujet. C'est ce que j'essaye en tout cas moi de concilier au maximum, d'où tout le travail de recherche dont on a parlé tout à l'heure, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis et d'ailleurs, sur toute cette partie-là, il va y avoir un prochain podcast où on a 2 agronomes, qui vont venir, parler, de l'agriculture, de l'élevage, des sols et tout ça et j'en dis pas plus, mais effectivement, tout ce que tu dis, c'est compliqué et on peut pas dire qu'il y a une seule façon de faire. Non, 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 Ça, tout c'est à fait. certain en tout cas. Mais c'est ce qui est Heu, rassurant. En fait, justement, c'est ce qui est optimiste. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'une solution et que voilà, on la ferait pas pour X ou Y raison, eh ben, ça serait beaucoup plus contraignant de se dire, maintenant, on a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Alors forcément, il y a des remises en question, mais ça, c'est tout à fait OK, puisque c'est ce qui nous fait avancer. Mais encore une fois, en plus sur des modèles qui ont été éprouvés. C'est là où c'est très intéressant par rapport à, on parlait d'électricité, de transport, d'énergie, etc., où ça peut être beaucoup plus sujet à discussion quelque part. Et là, dans le modèle agricole, pour le coup, on a des réponses et on en a plusieurs. Donc, moi, je trouve ça au contraire très positif, quoi. on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'alimentation, mais avant tout une question, un peu large. C'est quoi la définition de bien manger pour toi? J'ai pas de définition. Hem, c'est ce que je dis en fait, comme pour moi, comme étant pour moi la base, c'est-à-dire des produits bruts avec une dominante de végétal, alors, qu'on peut nuancer en fonction des origines, et ça c'est l'approche évolutionniste qui nous donne beaucoup de clés là-dessus, mais pour rester, basique, on va dire 70-80 de végétaux. Encore une fois, où ça peut être des proportions variables selon les populations, mais globalement, une alimentation qui est locale, donc sur des filières courtes, de saison et avec le moins d'intrants chimiques. Voilà, donc c'est intrants chimiques, bio, et cetera. Hem, brut, local, filière courte, saison et moins d'intrants. Donc 5 points qui, pour moi, je joue à allez, à 95. C'est complètement empirique quand je dis ça, ou 99, j'en sais rien. Mais déjà, si on a cette notion en tête, bah, on s'affranchit de beaucoup de problématiques, liées à d'autres choix alimentaires. Sans dire que ça suffit, hein, mais en tout cas, je pense que c'est un fil rouge qui me paraît intéressant de suivre, quoi. Et donc pour toi, d'après ce que tu dis depuis le début, la performance est liée à l'alimentation. Est-ce que, tu peux, expliquer concrètement pourquoi? Est-ce qu'il y a des preuves, de recherche, là-dessus? Alors oui, après il faut pour te répondre, il faudrait prendre un sujet spécifique, mais ce que je dis de manière plus globale,
C'est qu'en matière de nutrition du sport, on doit être sur la cerise sur le gâteau et non pas le gâteau sur la cerise. C'est-à-dire que, en fait, quand je ne sais pas si tu pratiques beaucoup de sport ou pas, mais je pense à l'endurance parce que je viens un peu de ce milieu-là. Je On va fais parler des effectivement, du trail. et ben voilà, donc tu connais tout ça, sur, quoi boire à l'effort, est-ce qu'il faut des gels, des barres, une boisson de récup, qu'est-ce que je mange, les 48 heures avant et cetera et c'est très bien de se poser les questions. Mais ça, c'est le détail, c'est-à-dire dans la pyramide des besoins du entre guillemets «du sportif», une fois qu'on a bien, travaillé le socle, la base et à travers des réponses simples comme je t'ai donné sur les produits bruts et cetera, déjà, ça pose ces fondations et le problème, c'est qu'en tant que sportif, souvent, on va aller chercher la recette miracle. On va aller chercher le produit, le petit tips qui va faire que. Sauf que encore une fois, c'est une fois qu'on a vu tout le reste et là où joue le rôle là où la nutrition joue son rôle, c'est justement dans la définition de la performance. C'est-à-dire que, on peut la synthétiser comme étant en fait, la capacité d'adaptation face à la sollicitation qui est attendue par à l'adaptation attendue par la sollicitation de l'effort musculaire, de l'entraînement en tant que tel. C'est-à-dire que l'entraînement va créer un stress cellulaire. Ce stress va générer une désadaptation qui est locale, contrôlée, ponctuelle, quand tout va bien. Et principe d'Hormèse, donc on va créer ce stress positif qui va renforcer notre capacité de récupération, de performance. On va moins se blesser, on va être plus motivé à le faire parce qu'on prend plus de plaisir, puisqu'on a moins de fatigue, etc. On récupère mieux de manière générale. Et à un moment donné, le risque, c'est de basculer dans la désadaptation, c'est-à-dire qu'on a un niveau de stress qui est trop important par rapport à notre capacité du moment et par rapport à notre historique. C'est-à-dire que si tu as fait du trail, je ne pense pas que tu te dis, bah, tiens, je vais faire, je ne sais pas combien de distance tu as fait, mais peu importe, disons 40 km ou 30 km sur un claquement de doigts, simplement parce que tu dis, j'y vais et puis j'ai pas fait de sport depuis 10 ans, c'est pas grave, on va voir comment ça se passe. C'est-à-dire que tu as été progressivement par des étapes pour t'adapter. Et le risque, c'est si le curseur voilà, du stress est trop important, tu bascules dans de la désadaptation, donc des blessures, des difficultés de récupération, de l'irritabilité, des troubles du sommeil parfois, du surentraînement pour certaines personnes. Alors là, surentraînement, c'est pour des athlètes entre guillemets réguliers, donc je vais sortir de ce cadre, parce que je parlais plutôt d'une personne qui a peu d'habitude. Donc le rôle de la nutrition, c'est simplement de permettre de soutenir naturellement ce besoin d'adaptation au stress qui est l'activité physique et qui est un stress extrêmement positif parce qu'on est fait pour bouger, on a évolué comme ça depuis très longtemps, on peut reparler de l'origine de la bipédie, etc., même avant les hominidés et autres. Donc, on a biologiquement parlant besoin de bouger, sauf qu'on s'est complètement désadapté à ce niveau-là, sauf pour certains qui gardent une pratique sportive ou physique régulière, mais en fait, on se rend compte qu'on a même des sportifs sédentaires aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui font 1 heure d'activité physique le midi et puis qui restent assis plus de 7 heures par jour derrière un ordinateur ou autre et qui développent des complications cardiovasculaires, métaboliques importantes, indépendamment en fait du bénéfice de l'heure de pratique sportive. Donc, en fait, on est fait pour cette activité. Je dis souvent, c'est la sédentarité qui augmente les risques de santé cardiovasculaire, par exemple, et c'est pas l'activité physique qui les améliore. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement inversé le truc, c'est-à-dire que notre besoin de base, c'est de bouger. Ce qui est délétère, c'est de ne pas bouger, d'être sédentaire. Mais la standard n'est pas d'être sédentaire. Voilà, c'est juste un conceptuel, mais important. Et donc, la nutrition, c'est ça, c'est faire en sorte que face aux stimuli environnementaux auxquels on est confronté, je donne l'exemple de l'activité physique, mais on peut en avoir d'autres, comment la cellule et les mitochondries en particulier, parce que c'est un peu moi je les qualifie de hub biologiques, c'est-à-dire un peu d'intégrateur des stimuli environnementaux. Est-ce que tu Donc, comment peux expliquer ce que c'est, les mitochondries pour ceux pour les auditeurs qui ne savent pas précisément? Oui, alors les mitochondries, on peut en parler là aussi pendant 4 heures si tu veux, voire davantage. C'est vraiment le fil rouge des 2 livres. Donc voilà, si certains veulent aller lire, bah, ils comprendront pourquoi. Mais les mitochondries auraient une origine bactérienne, puisqu'on voilà, on reste sur l'hypothèse
qui date à peu près de 2 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on était des prokaryotes et on a eu ce qu'on appelle une endosymbiose, c'est-à-dire qu'on a eu une intégration d'une bactérie qu'on estime de la famille des Rickettsia et qui, au lieu d'être éliminée, en fait, aurait été internalisée par la structure prokaryote, ce qui nous aurait en fait permis de devenir des eucaryotes et d'utiliser notamment l'oxygène dans l'espace intermembranaire entre l'origine, la membrane entre guillemets de l'hypothétique bactérie et la membrane qui aurait été créée par la structure pour s'en protéger. Et ça crée un espace intermembranaire qui est très important aujourd'hui pour être beaucoup plus rentable d'un point de vue énergétique à partir des sucres, des graisses qu'on va consommer et grâce à la présence d'oxygène. Donc en fait, la mitochondrie, elle est fondamentale. On dit parfois que c'est les usines énergétiques. Moi, je préfère parler de centrales nucléaires parce qu'en fait, quand ça marche bien, c'est hyper rentable. Et je parlais d'activité physique, et ben on va les titiller, donc on va augmenter leur nombre, on va augmenter leur efficacité, etc. Par contre, si ça ne va pas, eh ben, ça peut poser un sacré problème et c'est notamment les mitochondries qui vont par exemple programmer l'apoptose, qui vont initier l'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée de la cellule, parce qu'elles voient qu'elles sont dans un environnement qu'elles n'arrivent plus à réguler, entre guillemets. Donc la cellule va se faire harakiri, si je simplifie un petit peu, et sous l'impulsion en fait de la mitochondrie. Donc la mitochondrie, encore une fois, je pourrais en parler pendant très longtemps. Elle a des photorécepteurs à la lumière rouge ou proche infrarouge. C'est pour ça qu'on a besoin d'être exposé à la lumière naturelle. On parle beaucoup de lumière bleue, mais la lumière rouge est importante aussi, ou encore une fois proche infrarouge. Elle va jouer des rôles très importants sur beaucoup de métabolisme énergétique. Elle est d'origine maternelle, c'est-à-dire qu'on a deux ADN. On a l'ADN nucléaire qu'on connaît bien, avec donc l'origine paternelle et maternelle, et un ADN mitochondrial qui est circulaire, qui n'est transmis que par la maman. Donc, ce qui explique parfois que certaines personnes vont être victimes de myopathie, qui est transmise par la maman, parce qu'en fait, il y a un dysfonctionnement mitochondrial important à ce niveau-là. Donc, il y a peu d'informations, raison pour laquelle, et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a qu'une origine de transmission, qu'il n'y en a pas deux, paternelle et maternelle. Ça a été mené chez des rats, par exemple. On voit que si on met l'ADN paternel en plus, en fait, la cellule meurt tout de suite, parce il y a un niveau de mutation trop important, parce qu'il y a peu de gènes. Donc, chez l'homme, c'est à peu près 37-38 gènes, j'ai un doute à ce niveau-là. Et donc, en fait, peu avec des rôles très importants. Donc, en fait, si tu démultiplies le nombre de copies, ça augmente statistiquement le risque de mutation, de mort cellulaire à ce niveau-là. Mais on estime qu'il y a plus de 2000 gènes nucléaires qui seraient d'origine mitochondriale, qui auraient été transférés à un moment donné de notre évolution, ce qui fait qu'il y a une vraie communication permanente à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas que les quelques dizaines de protéines qu'on a dans l'ADN mitochondrial, c'est bien plus que ça. C'est des organites qui potentiellement communiquent avec le microbiote, c'est-à-dire qu'elles vont produire ce qu'on appelle des espèces radicalaires oxygénées, le fameux stress oxydatif qu'on considère un peu comme mauvais, alors que pas du tout, c'est la base de la vie. Ce qui est délétère, c'est l'excès ou le stress oxydatif non régulé. Et on considère de plus en plus aujourd'hui le stress oxydatif comme un médiateur, c'est-à-dire comme un élément informationnel, et notamment vis-à-vis du microbiote, donc des bactéries qui sont présentes dans l'intestin, pas que bactéries, mais on va simplifier sur ça, qui elles-mêmes produisent des composés, ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, les polyamines, etc., qui vont moduler, en tout cas informer la mitochondrie de l'environnement dans lequel ils sont, et aussi du coup de la disponibilité alimentaire directe. C'est des graisses, des sucres, des fibres, etc. Donc, on parle d'holobionte, c'est-à-dire un écosystème entre le microbiote, voire le microbiome, si on fait beaucoup plus large, l'hôte, donc nous, l'humain, entre guillemets, si c'est nous qu'on étudie, et l'environnement dans lequel on évolue. Et tout ça est en symbiose pour la survie de tous et l'évolution de tous. Et les mitochondries, en fait, jouent aussi des rôles très importants là-dessus. Donc voilà, après, je pourrais encore Ouais, continuer largement. ouais, je Mais vois. Si on revient du coup sur l'alimentation, donc tu as dit qu'il faut manger brut, local, etc.
Aujourd'hui, on se retrouve avec des produits, des ATU, les aliments, ultra transformés, des AUT pardon, mais qui ont suffisamment de protéines, suffisamment de glucides. Est-ce que finalement, avec ces produits-là, c'est pas suffisant pour arriver à performer ou ne serait-ce qu'à vivre, en pleine forme? Ah, tu te doutes de ma réponse là, j'imagine? Mais, bah, c'est un peu le côté, très réductionniste en fait de l'alimentation et puis qui a été beaucoup impulsé par Anthony Fardet donc il y a quelques années en France. Mais on avait donc, des publications qui se sont «amusées» entre guillemets à analyser, l'effet de la transformation par les procédés, agroalimentaires ou l'effet du cracking. Bon, on a pas mal de procédés qui ont été, étudiés sur effectivement la santé ou certains facteurs de risque ou certaines pathologies, indépendamment de la teneur en glucides, en lipides, en protéines. Et effectivement, on a une pléthore aujourd'hui de littérature qui démontre en fait un effet négatif de l'ultra-transformation, indépendamment de la qualité en macronutriments. Et j'aime beaucoup citer un article qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans, dans Nature Food et qui, en fait, bah, les auteurs parlent de la part sombre de l'alimentation. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés à analyser le nombre de principes actifs végétaux qu'on savait associer à un effet biologique particulier. Exemple, la quercétine, le resveratrol, la lysine, et cetera. Et ils en ont identifié à peu près 150. Donc c'est déjà très bien. Sauf que quand ils ont regardé tous les composés qui étaient ce qu'on appelle aussi les métabolites ou métabolites intermédiaires dans les fruits, les légumes, les végétaux, en fait, on avait plus de 49 000 métabolites. Donc en fait, ça veut dire que la très très grande majorité de ces métabolites, on ne sait pas en fait caractériser leur effet avec précision sur la santé. Et le tout est dans une matrice alimentaire, c'est-à-dire que dans une structure particulière où justement les composés peuvent interagir positivement, phénomène d'agonisme, ou négativement, entre guillemets, phénomène de compétition, d'antagoniste, ou même la compétition peut être bénéfique pour certains composés. Euh, donc, en fait, quand on prend un produit ultra transformé, on va regarder la composition en glucides, lipides, protéines, qui peut effectivement sur le papier être tout à fait OK, mais qui n'évalue absolument pas la perte d'intégrité de la structure cellulaire, la perte de nutriments qu'on ne connaît pas encore ou dont on ne connaît pas les effets précisément, les interactions possibles. Si on y rajoute en plus l'épigénétique, c'est-à-dire la variabilité d'expression de nos gènes, et ben au final, on a une leçon à retenir, c'est l'humilité. Ça, c'est pour moi extrêmement important parce qu'en en fait, on connaît encore très peu de choses de la nutrition. Et quand on prend un produit ultra transformé qui nous affiche une étiquette avec une composition nutritionnelle en macronutriments, et ben je dirais que c'est la partie ultra, ultra visible de l'iceberg. Il y a tout ce qui est en dessous et qu'on a longuement sous-estimé. De la même façon, on ne va pas parler de la réponse insulinique, par exemple, ou la charge insulinique sur un paquet de gâteaux ou autre. On va juste parler des teneurs en glucides complexes, glucides simples ou sucre. Donc, c'est peut-être une condition nécessaire, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une condition suffisante. Donc, voilà, il ne s'agit pas de s'opposer au côté macronutritionnel. Je dis ça par rapport à ta question sur le fait que ça soit bien équilibré au niveau macro. C'est juste de comprendre que c'est un élément parmi un tout, et notamment un tout qu'on ne connaît pas encore en détail, quoi. Donc, à travers un discours très simpliste de dire mange des produits bruts, bah, en fait, on résout beaucoup de choses sans même, voilà, sans même peut-être le savoir. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, bah, c'est en tout cas, moi, je vois très bien, c'est très clair. Mais pour une personne qui, aujourd'hui, on entend beaucoup la phrase, «J'ai pas le temps». Comment, est-ce qu'elle peut faire, bah, pour gagner du temps et continuer à manger, sainement, correctement pour, bah, continuer à performer, être en forme et éviter d'être, fatigué toute la journée? Moi, je vais donner l'exemple d'un ami qui est coach sportif, qui est très, très connu dans le monde du trail et de l'ultra, et qui donnait donc des cours, en tout cas des exercices à faire pendant le confinement de Covid. Et notamment le fait de dire, bah, vous allez faire 20 minutes de prépa physique par jour, alors qu'on était en confinement. Et certaines personnes qui disaient, bah oui, mais je ne peux pas avoir 20 minutes par jour, c'est pas possible. Et il répond,
Si tu as pas 20 minutes par jour à consacrer à ta santé par l'activité physique, c'est qu'il y a un problème de priorité de définition de, voilà, de besoin. Donc c'est un peu brut quand je dis ça, un peu brut, mais je trouve ça tellement juste et c'est ça l'alimentation. C'est-à-dire que on est dans une société qui est oppressante, qui est stressante, où on va chercher à gagner du temps partout, mais on ne gagne jamais de temps. On prend du temps sur autre chose. Et on prend du temps sur le sommeil, on prend du temps sur l'activité physique et on prend du temps sur la cuisine, voire sur la vitesse de mastication. Donc en fait, on a tellement plus de temps qu'effectivement, on n'arrive plus à s'accorder 10-15 minutes pour cuisiner, hein, sans même parler d'une heure. Heu, Tu cuisines des lentilles, bah, tu as juste à mettre tes alors tu fais tremper la veille, tu les fais démarrer à l'eau froide, elles cuisent toutes seules de leur côté et tu vas les récupérer une demi heure plus tard et tout va bien. Donc tu es pas resté pendant une demi heure à regarder les lentilles en train de cuire. Donc c'est de l'organisation, c'est effectivement, ça demande l'apprentissage parce qu'on a oublié pour beaucoup ça, mais ça ne demande pas un temps considérable. Mais c'est une priorité. En tout cas, c'est une priorité qu'on peut se donner si on estime que la santé a un rôle, enfin, l'alimentation a un rôle important sur notre santé. Et comme manger au moins 20 minutes à table, eh ben, c'est un minimum pour déclencher de la satiété. On parlait des AUT. Un de leurs problèmes, c'est leur texture qui est devenue molle. Donc en fait, on mâche plus suffisamment, ça diminue ce qu'on appelle l'indice de satiété, donc ça fait manger davantage. Donc on a besoin de manger déjà en conscience, de savoir qu'est-ce qu'on mange, de dédier un vrai temps pour ça. Tu me demandais c'est quoi pour bien manger, c'est quoi bien manger pour moi. Et ben pour moi c'est déjà de manger avec des amis, en famille, de prendre du plaisir, de la convivialité. Ça c'est fondamental. On n'est pas que face à des nutriments dans une assiette. Et la raclette après le ski en plein hiver, nutritionnellement, c'est pas la panacée. Et bah, il y en a beaucoup qui vont aimer ça parce que c'est un moment convivial, tout simplement, ou le gâteau d'anniversaire, ou l'apéro du vendredi soir ou du samedi soir. Donc, il ne s'agit pas d'être dans du dogme ou la restriction absolue, de se dire j'arrête tout, sauf sur des cas de pathologie particulière. Mais globalement, c'est juste de se dire comment j'intègre tous ces éléments-là en étant cohérent. Et donc en ayant des moments de plaisir, des moments avec encore une fois, un temps dédié pour la cuisine, pour la préparation, pour consommer des produits bruts et on a une capacité de régulation qui est extraordinaire. Après, je pourrais donner plein d'exemples là-dessus. Je ne vais peut-être pas être trop bavard, mais en fait, c'est clairement une question de priorité, sans aucun jugement. C'est parce qu'encore une fois, on est dans une société qui fait tout sauf nous aider pour ça, mais personne d'autre ne le fera à notre place. Voilà. Et le faire à notre place, c'est quoi? C'est faire de l'électrostimulation avec un appareil en 5 minutes pour dire que je vais gagner une demi-heure de course à pied. C'est faire appel à Uber Eats, c'est manger un pain de mie Harris, un paquet de cornflakes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de problème. L'alimentation, elle rentre chez nous. On n'a même plus besoin d'aller dehors pour la chercher. Donc, l'industrie va les transformer pour faire en sorte que ce soit appétant et qu'on mange ça très vite. Et en plus, ça arrive sur le pas de notre porte et voilà, on n'a plus qu'à ouvrir la bouche, entre guillemets, pour le manger. Donc, il n'y a pas de souci, on a tout créé pour, entre guillemets, gagner du temps, au détriment quoi? De notre santé, tout simplement. Donc, tant qu'on n'a pas cette conscience, en fait, que on mérite, en fait, nous, en tant qu'organisme, de prendre soin voilà, de cette biologie qui est extraordinaire. Et donc, prendre soin de soi, c'est prendre un peu de temps pour soi, avec son entourage, c'est voilà, encore mieux. Et on peut cuisiner aussi avec sa famille, etc. Et il n'y a pas de révolution, en fait, à ça. C'est ce qu'on a fait pendant très, 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 très longtemps. Et aujourd'hui, on a la chance, en plus, pour la plupart, d'avoir suffisamment à manger. Donc, on n'a plus la question de se dire est-ce que je vais chasser suffisamment, est-ce que je vais cueillir suffisamment de baies, etc. On a à disposition. Donc, on peut se faire ce cadeau, en fait, tout simplement, de cuisiner un petit peu et de prendre du temps. Mais encore une fois, personne ne le fera à notre place, hein. Donc, c'est à nous de décider ça. Il y a des personnes qui répondent, quand on leur dit de manger plus sainement, ils voient ça comme une contrainte et j'entends souvent, la phrase, «Mais on peut plus rien manger». Heu, on peut pas manger de biscuits, on peut pas manger de cookies, c'est on mange plus rien quoi du coup. Quand on va au magasin, qu'est-ce qu'on peut en quoi il faut faire attention quand on veut acheter un produit? Déjà des plans à cookies, ça n'existe pas.
tu vois? C'est tout bête, hein, mais tout ce qui n'est pas issu comme ça d'un produit brut ou les fontaines à coca, c'est pareil, on n'en avait pas avant. Donc c'est sûr qu'on peut se dire qu'on se prive de tout, mais on se prive d'aliments qui ont été, fabriqués pour développer du plaisir gustatif. C'est-à-dire quand on mange du sucre, on connaît la voie sérotoninergique, la voie dopaminergique. Quand on mange du sel, on sait que c'est un exhausteur de goût, ça va rehausser un certain nombre de saveurs dans des aliments en fait, qui n'en ont plus beaucoup à la base. Quand on rajoute du gras, on va véhiculer des saveurs. Donc quand vous achetez un paquet de biscuits industriels, il a été fait pour vous procurer ce plaisir-là. Donc, effectivement, on a comme ça décalé progressivement le curseur de la, j'ai envie de dire, de la palatabilité, en tout cas des saveurs. C'est-à-dire que bah, manger une tomate avec du basilic, une bonne huile d'olive, etc., pour moi, je trouve ça extraordinairement bon. Mais c'est vrai que si on a perdu cette habitude et qu'on mange que des, je sais pas moi, des saucisses knacky voilà, dans du pain de mie, ok, eh ben, c'est un concentré de saveurs artificielles pour beaucoup face à un produit brut. Et donc, oui, c'est un effort de reprogrammer, de faire un reset entre guillemets gustatif en fait, de produits bruts parce que c'est comme ça qu'on a encore une fois évolué pendant très longtemps. Et donc, d'où l'intérêt d'apprendre à cuisiner, des épices, les aromates, d'avoir des huiles de qualité, etc. Parce qu'en fait, c'est un vrai plaisir de mettre de la couleur dans l'assiette et c'est là où on peut parler du modèle méditerranéen et autres, qui effectivement n'est pas les saveurs conditionnées qui sont omniprésentes aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus toucher à ces aliments-là. C'est juste de comprendre que c'est des aliments, entre guillemets, pour ceux à qui ça fait plaisir, des aliments plaisir. Donc, c'est occasionnel, mais ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire, l'occasion, ce n'est pas de manger de temps en temps des tomates. Alors, je ne parle pas en hiver, mais en pleine saison. Et le plaisir, eh ben, c'est de manger un biscuit si tu parles de cookies ou autre. Et puis, encore une fois, tu apprends à faire un cookie maison. Eh ben, non seulement tu sauras ce que tu as mis dedans, et en termes de saveur, tu peux avoir des choses, en tout cas pour moi, bien plus sympas qu'un cookie industriel qui, en termes de goût, peut être fortement relativisé. Là, pour info, je donnais une conférence à un festival qui s'appelait Saveurs et Savoir avant-hier. Je suis un peu perdu dans le temps, c'était dimanche. Donc, où il y avait les grands chefs français étoilés, etc. Et on voit leur capacité à faire des choses extraordinaires en fait avec des produits bruts. Alors, il ne s'agit pas d'être un grand chef, mais juste de retrouver en fait le plaisir de l'aliment, j'ai envie de te dire, pas originel, mais en tout cas du produit brut. Et effectivement, ce qui est délicat, c'est ce déconditionnement pendant un temps de l'ultra-transformation et autres. Et il ne s'agit pas de la renier, mais juste de la laisser à sa juste place, qui est le plaisir occasionnel, quoi. Ouais, c'est très clair. J'ai une autre question du coup là-dessus. Donc, tu as parlé des cookies sucrés. Donc, le mieux, si on en veut un, c'est de le faire soi-même avec de vrais ingrédients bruts. Euh, à côté de ça, on a le sans sucre ou alors le sucre sans calories. Finalement, bah voilà, j'ai un produit qui est bon et qui a pas de calories. Donc, il n'est pas néfaste pour ma santé. Bah, bon, je ne sais pas si si c'est le terme. Ça, c'est subjectif pour le coup, je ne partagerai pas, mais tu bois un coca light déjà, il faut aimer le coca et en plus, c'est un coca light, bon, les amateurs vont te dire que ça a pas le goût du coca normal. Ce qu'on sait aujourd'hui sur les édulcorants, c'est que non seulement les méta-analyses nous indiquent qu'il n'y a pas d'effet positif sur la gestion du poids, on a des décennies de recul, mais en plus, c'est des composés qui vont altérer la diversité bactérienne du microbiote et augmenter les risques d'insulinorésistance et de problématiques métaboliques, dont l'obésité à long terme. Donc, en pensant faire bien, on est dans l'effet bonne conscience, on va parfois consommer 2-3 Coca Light au lieu d'un seul, parce qu'il y a 0 calorie, mais les effets sur la régulation de la faim, de la satiété et de l'insuline vont être pas parfois, vont être biaisés et donc nous amènent en fait, encore une fois, à en consommer encore davantage sous un principe de bonne conscience. Donc on peut en manger encore plus et on rentre dans un vrai cercle vicieux là-dessus. Donc ce qui est pour moi, alors il y a la question du sucre qui peut être largement développée et je
vais dire mon pilier, mais un des principaux piliers, c'est la régulation de l'insuline. Ça, c'est un point vraiment majeur dans l'alimentation et la santé. Mais par rapport à ça, sur ces aliments qui seront, entre guillemets, pauvres en calories, et quand on va utiliser je sais pas, du sirop d'agave, alors il y a les polyols maintenant qui sont proposés, etc., mais plein d'alternatives. Si je prends l'exemple du sirop d'agave, il y a davantage de fructose, et on sait que le fructose, quand il n'est pas croqué dans sa matrice alimentaire en petite quantité comme dans un fruit, on augmente les risques d'insulinorésistance, de prise de poids et notamment de stéatose hépatique, c'est-à-dire d'accumulation de gras dans le foie, voire on peut avoir une évolution vers le syndrome NASH. C'est 25 à 26% de la population mondiale qui a un trop de gras dans le foie, qui a ce problème de stéatose, et notamment par rapport au fructose d'origine industrielle. Donc quand on dit à quelqu'un prends du sirop d'agave en grande quantité parce que ça fait moins élever la glycémie, eh ben, on se rend compte que ce n'est pas forcément la solution. Et là, je donne l'exemple du sirop d'agave, comme on pourrait tous les prendre en exemple. Pour moi, c'est essayer encore une fois, déjà de se déshabituer de la saveur sucrée. Donc, c'est cette histoire de reset un petit peu gustative dont je parlais tout à l'heure. Et ça peut se faire doucement. C'est-à-dire que dans la recette de cookies, par exemple, si on parlait des cookies, eh ben, on baisse de 5% la teneur en sucre à chaque fois. Donc, en fait, comme ça, on va pouvoir diminuer progressivement sans avoir une vraie rupture. Après, à un moment donné, le sucre joue un rôle de texture, etc., qui fait qu'on sera obligé d'en mettre. Mais j'aime beaucoup conseiller le miel quand c'est ça, parce que non seulement il a une saveur particulière, alors il est d'origine naturelle, mais ça reste un sucre en tant que tel. Mais en fait, la saveur prononcée fait qu'au lieu d'utiliser 100 grammes de saccharose, tu vas utiliser peut-être 75 grammes de miel. Donc tu as moins de quantité et tu as surtout une saveur qui permet de pallier en fait le manque de sucrosité en tant que tel. Et il n'y a pas mieux que les fruits en fait pour véhiculer de la saveur sucrée dans les aliments si on consomme pas dans les plats, si on consomme pas l'aliment en tant que fruit à part entière. Et c'est vrai que plus on va comment dire, se déshabituer du sucre ajouté, et mieux ça sera globalement, et privilégier au mieux les produits bruts, donc encore une fois les fruits, un peu de miel, etc. Mais d'aller se dire je vais chercher un succès d'année dans l'idée que je puisse consommer en bonne conscience autant, voire plus de ces aliments-là, aujourd'hui, toutes les données scientifiques nous montrent que ce n'est ni positif, voire ça crée un effet délétère. La stevia, c'est pareil. On a eu cette idée de dire bah voilà, c'est naturel. Oui, si tu fais une infusion avec une feuille de stevia, ça va être très sucré. Quand tu achètes la poudre de stébioside, etc., dans les grandes surfaces, ça n'a plus rien de naturel. Et on a aujourd'hui beaucoup de données qui montrent que la stevia est aussi concernée par ce risque d'insulinorésistance par atteinte de la diversité bactérienne. Donc, il n'y a pas de produit miracle. En fait, la nature, elle est tellement bien faite qu'on ne peut pas la leurrer. Donc, et notamment notre cerveau et nos hormones. Donc, voilà, je pense que quand je parle de produits bruts, c'est aussi de revenir à quelque chose de simple, c'est-à-dire de ne pas aller chercher la solution miracle industrielle qui, globalement, quelle qu'elle soit, a toujours montré que ça ne fonctionne pas vraiment sur le long terme, quoi. Juste avant, tu as parlé du régime méditerranéen. J'aimerais qu'on revienne dessus, que tu nous expliques ce que c'est et est-ce que c'est le régime à privilégier pour tout le monde? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. C'est là où je parle des origines et notamment du fonctionnement des mitochondries. On a aujourd'hui un mouchard génétique qu'on appelle l'ApoE, qui est une apolipoprotéine. Et on a ce qu'on appelle un polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on a des variations de gènes, voilà, d'expression de gènes pour le gène concerné. On parle d'ApoE4, d'ApoE3, d'ApoE2. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on pourrait se perdre. Mais c'est un peu un mouchard de nos évolutions du métabolisme énergétique, c'est-à-dire est-ce qu'on mangeait plutôt du gras, est-ce qu'on mangeait plutôt glucidique, etc. Donc on a des populations, je sais pas, des personnes, des Inuits par exemple, Esquimaux, ils ont eu l'habitude de manger beaucoup de gras. D'aller donner un modèle méditerranéen, ça ne sera pas la solution idéale pour eux. Donc, je mets ça un peu en préambule, parce qu'il y a une nuance à donner. Maintenant, le modèle méditerranéen, pour la plupart de la population, en tout cas la population occidentale,
a été déjà le modèle le plus comment dire, analysé, le plus étudié en matière de littérature scientifique sur des décennies. Donc, que ce soit, je pense à Predimed, Cordioprev, on a beaucoup de cohortes qui sont là et qui ont bien démontré en fait les effets bénéfiques de ce modèle-là. Donc, en fait, on ne dit pas d'erreur en prenant ce modèle, hormis les nuances que j'ai données là. Ce modèle a été revisité aussi avec des données qui sont pas issues des aliments qui ne sont pas issus du modèle méditerranéen en tant que tel, mais qui viennent, qui convergent vers une alimentation santé. Mais globalement, c'est une dominante, encore une fois, de fruits, de légumes, de produits bruts, bien entendu, des huiles de qualité, avec l'huile d'olive. Là, on parle de revisiter, on va rajouter l'huile de colza, par exemple, parce qu'historiquement, il y avait du pourpier, il y avait des escargots qui mangeaient du pourpier, etc., où il y avait plus d'oméga 3. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, l'huile de colza va être intéressante à ce niveau-là, de manger des oléagineux, les noix notamment, les noisettes, les amandes, des épices, des aromates, du thym, de l'origan, de l'ail, de l'oignon, voire des épices qui ne sont pas méditerranéennes, de la cannelle, du curcuma, etc. Ça sera tout à fait OK. D'avoir de la volaille, du poisson en petite quantité, très peu de viande, des produits laitiers là aussi en petite quantité, plutôt des petits animaux. Un peu d'alcool, voilà, si la personne aime l'alcool. Donc, un peu de miel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on est sur un principe qui en fait est hyper intéressant. Gustativement, on peut faire plein de choses avec le modèle méditerranéen. Il faut juste se mettre un petit peu au fourneau et avoir une éducation qu'on n'a pas forcément eue, surtout sur nos générations, où finalement, on a mis de côté beaucoup la cuisine, ce qui n'était pas le cas de nos générations avant. Et aujourd'hui, ça change, et ça, c'est très bien. Mais voilà, avec un peu de savoir-faire, entre guillemets, culinaire, le modèle méditerranéen permet de faire des choses très, très chouettes dans l'assiette, quoi. Donc, avec le maximum de couleurs, du rouge, du vert, du bleu, du orange, du violet. Et voilà, c'est aussi ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Ok, alors on a nos ingrédients bruts, on a notre régime méditerranéen. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour composer son assiette? Alors, c'est une grande question. Tu veux dire dans l'alimentation quotidienne, Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il faut manger pas du tout de glucides parce que ça fait Ouais, grossir? Est-ce qu'il faut, ouais. tu vois? Ouais, là, il faudra du temps pour le développer, mais en tout cas, limiter la sécrétion d'insuline, oui, ça c'est certain, surtout sur la première partie de journée. Parce qu'on parle de chronobiologie nutritionnelle, c'est-à-dire d'adaptation en fait, de nos apports par rapport au rythme circadien. Et même nos hormones répondent à un rythme biologique particulier, comme notre système immunitaire ou autre. Donc, on sait que le matin, on a une sensibilité à l'insuline qui est plus forte. Donc, effectivement, d'aller plutôt sur du gras, des protéines, des fibres le matin, donc matin, midi. Donc, des œufs à la coque, des oléagineux, noix, noisettes, amandes, un fruit, par exemple, au petit déjeuner. Le midi, un peu de volaille, de poisson, on va dire 100-120 grammes, des légumes, toujours avoir du cru et du cuit, une portion crue, une portion cuite, des huiles de qualité, donc je disais colza en assaisonnement, vierge première pression à froid, qu'on garde au frigo, 1-2 mois, 3 mois les maximum, parce qu'elle est très fragile par rapport à la teneur en oméga 3, de l'huile d'olive qu'on peut éventuellement faire cuire, mais voilà, sans dépasser le point de fumée, pas trop. Le fruit, pourquoi pas un carré de chocolat riche je sais pas, 70-80% de cacao. Là aussi, on peut remettre quelques oléagineux. En collation dans l'après-midi, un fruit et des oléagineux par exemple. Et le soir, plutôt un modèle végétalien avec des légumineuses, donc des lentilles, des fèves, des pois cassés, des pois chiches, des produits céréaliers ou assimilés, donc du quinoa, du sarrasin, du riz plutôt complet ou semi-complet, bio bien sûr, pareil des pâtes pour ceux qui en mangent, toujours complètes aussi ou semi-complètes, la patate douce, voilà, et toujours avoir ce modèle légumineuse, produits céréaliers et légumes, une portion crue, une portion cuite. Donc ça peut être le potage l'hiver, une salade l'été, donc de la ratatouille en plat avec du riz et puis un petit peu de lentilles, ou voilà, il y a plein de solutions possibles. Et puis pourquoi pas là aussi un fruit ou un carré de chocolat en dessert ou autre. Donc je sais pas si ça répond à ta question, tu vois, mais c'est un peu Non, c'est parfait. bon, voilà, La ça réponse te est donne parfaite. une vision
En fait, où tu es dans une approche aussi écologique. Alors, le cacao, on pourrait le nuancer, mais on va dire que c'est un peu le plaisir, entre guillemets. Mais Du les moment amandes, qu'il vient d'une source durable, éthique, ouais, ça devient compliqué, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est comme le café, c'est pareil. Mais imaginons que tu en prennes, c'est les amandes, bah, ça sera plutôt des amandes françaises ou européennes et non pas californiennes. Des œufs, 2 œufs à la coque le matin, et ben, alors déjà écologiquement, c'est parfait, nutritionnellement aussi. Ça t'apporte des protéines, de la choline, des oméga 3, de la vitamine A, bref, c'est une mine d'or nutritionnelle et ça te permet en fait de prendre beaucoup moins de produits animaux, au sens de la volaille ou du poisson, et donc un petit peu le midi et donc tu peux te permettre d'être végétalien le soir et tout va bien, quoi. Donc en parlant de voilà. la viande, il y a pas mal de sportifs qui disent, qu'on ne peut pas se passer de la viande. C'est quoi ta réponse sur le sujet? Bah, ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer de produits animaux ou se passer de viande rouge, tu vois? Oui, c'est ça, ouais, de produits animaux, que ce soit viande rouge, mais produits animaux en général. Alors, si on est sportif, intense en particulier, c'est possible. On a la littérature sur le sujet et puis de manière empirique, on a des athlètes qui vont très bien. Alors on n'est pas dans les reportages de Netflix et voilà, qui peuvent être biaisés par des conflits d'intérêts et autres, mais plus sérieusement, c'est possible. Maintenant, ça demande des points de vigilance, importants, et ça demande d'être suivi par un professionnel, notamment sur, alors la vitamine B12 qui est reconnue, les oméga 3 type EPA, DHA, la choline dont je parlais, le zinc qui va être important, le fer bien important aussi bien évidemment. Donc tout ça, on peut tenter de le concilier avec du végétal 100%, mais ça demande des adaptations, notamment parce que, bah, il y a une charge calorique plus importante avec le sportif, de par sa pratique. Donc ça augmente, un petit peu la contrainte, comme pour les apports protéiques, mais c'est c'est pas trop les protéines qui posent souci, en fait. Souvent on dit: «Oui, je mange pas assez de protéines». Si, ça, je veux dire, déjà spontanément, un sportif a un besoin d'1,3 gramme, 1,5 gramme de protéines par kilo de poids corporel, hors cas particulier de prise de masse et cetera, ou de stage intensif et c'est ce que mange la population générale, en moyenne. C'est-à-dire que nos besoins sont plutôt de l'ordre du gramme, donc déjà on en mange trop. On a un ratio protéines animales sur protéines végétales qui est en moyenne 2 fois trop important par rapport à nos besoins. Donc on n'a pas assez de protéines végétales et trop de protéines animales de manière, statistique, donc y compris chez le sportif. Donc le simple fait de maintenir les apports spontanés pour beaucoup permet de pallier le delta lié à l'augmentation du besoin par le sport. Et puis après, encore une fois, on peut aller que sur du végétal. Quantitativement, on va y arriver, mais l'idée, c'est de le faire, intelligemment et entre guillemets, par un conseil de professionnel plutôt que d'aller chercher des nuggets végétaux ou des saucisses de soja et cetera, quoi. Ce qui est un peu malheureusement un peu le réflexe de beaucoup et on commence à voir des travers sur certains additifs, les carragénanes et cetera, qui sont utilisés dans ces produits végétaux. C'est-à-dire qu'on peut manger très mal végétal. Voilà et ça, faut pas l'oublier, quoi, hein. C'est pas qu'une question d'origine animale ou végétale, même s'il y a des considérations éthiques, et cetera, et que je comprends tout à fait au niveau du bien-être animal. Mais voilà, faut pas y aller la fleur au fusil en se disant: «Bon, bah, je vais être dans les rayons, et puis je vais juste prendre, encore une fois, ma saucisse de soja et puis ça ira bien, quoi». Ça demande un peu plus de précaution et c'est le rôle du professionnel de faire un bilan sanguin complet au début, après 1 an, 6 mois, voir un peu comment ça évolue et voilà, faut juste être vigilant, c'est tout, quoi. Super. Tu as parlé du zinc, du fer, vitamine, B12, vitamine D, oméga 3. Aujourd'hui, est-ce que c'est indispensable de prendre des compléments alimentaires pour pallier au manque de certains micros, voire même peut-être macronutriments ou pas? Et ben, je pourrais pas te répondre à ça. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup trop de variabilité individuelle. Est-ce que c'est obligatoire? Non, je pense pour la très grande majorité des personnes. Tout simplement parce qu'en fonction de la culture de ta pomme, si on reste sur la pomme ou de ta tomate, de la façon dont elle a été conservée,
la façon dont tu l'as coupée, la façon dont tu l'as cuite, si tu l'as cuit, la façon dont tu l'as mastiqué, la façon dont tu l'as digéré au niveau de ton système digestif, sur les enzymes, la façon dont tu l'as internalisé au niveau de la muqueuse intestinale, la façon dont tu l'as transporté au niveau plasmatique, la façon dont tu l'as intégré dans la cellule et qu'elle va devenir un des composants de ta membrane cellulaire, par exemple. Eh ben, il y a tellement d'aléas que tu peux absolument pas prédire à travers le contenu de l'assiette quel va être ton statut nutritionnel, fonctionnel, cellulaire. Mais après, on peut mettre plein de termes derrière ça. C'est là où le regard du professionnel est important. C'est-à-dire qu'on a des marqueurs biologiques qu'on peut de plus en plus utiliser, qui sont de plus en plus précis. Mais après, on a aussi ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, c'est-à-dire des altérations de la qualité de vie qui nous disent, bah, tiens, peut-être que de ce côté-là, il y a un manque de tel ou tel nutriment. Soit on le conforte par la biologie si on peut, sinon on adapte au niveau alimentaire, voire on supplémente, parce qu'effectivement, chez un sportif, on va augmenter les besoins. Quelqu'un qui a une blessure, qui a été brûlé, on augmente aussi ses besoins protéiques. Bon, il y a plein de situations, de certaines pathologies qui font que l'alimentation seule peut ne pas suffire parce qu'on a perdu en densité aussi micronutritionnelle. Mais de là à le systématiser, non. La vitamine D, 80% de la population manque de vitamine D, mais avant tout parce qu'elle ne va pas assez au soleil, elle ne va pas assez à la lumière naturelle. Le magnésium, on en mange beaucoup moins aujourd'hui. C'est pareil, hein, à peu près 70-80% de la population en manque parce que on mange plus de produits bruts comme les oléagineux, les légumineuses, le cacao qui est intéressant. Alors, je ne parle pas du Galac ou Milka, hein, mais vraiment du chocolat riche en cacao. Donc, il y a moyen de couvrir les besoins en magnésium, mais spontanément, on estime que c'est 100-120 mg pour 1000 calories. Donc, ça veut dire que des gens qui mangent 2500 calories, eh ben, ils vont à peine consommer 250 mg de magnésium, alors que les besoins sont entre 6 et 8 mg par kilo de poids corporel par jour. C'est-à-dire, si tu fais 70 kg à 6 mg, 420 mg versus 250 spontanément. Donc oui, il y a un delta, mais de là à l'apporter obligatoirement par un complément, déjà voir encore une fois quels sont les signes qui pourraient laisser penser à un déficit, si déficit il y a, tenter par l'alimentation la réforme et peut-être de s'appuyer sur la supplémentation. Donc je ne suis pas du tout contre la supplémentation, je propose aux patients très souvent, maintenant avec le regard, avec l'analyse et en tant que béquille et non pas en tant que substitut à l'alimentation. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Si, est-ce si. que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'est facultatif? Je ne sais pas. Donc, Non, c'est voilà. très bien parce que on voit beaucoup, je vais prendre l'exemple des coachs sportifs, j'ai rien contre les coachs sportifs, mais j'en vois beaucoup qui disent: «Ah, t'es fatigué, ah bah, prends du magnésium, Mm, ah bah, prends de la vitamine D». En fait, mm, il y a pas, comme tu as dit, de prise de sang ou d'analyses qui ont été faites avant. Alors, on peut pas savoir si c'est vraiment ça. Donc, non, ta réponse, elle est extrêmement claire, quoi. Faites non. une prise de sang et vérifiez ce qui manque, ou pas. Alors après, tu vois, c'est là où c'est encore le rôle du professionnel. C'est-à-dire que pour la vitamine D, les normes, le bilan biologique est plutôt OK, si tu veux. Après, selon la coloration de la peau, ça peut être à nuancer. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Par contre, le magnésium plasmatique, c'est 1% des réserves. C'est-à-dire que quand tu es en déficit, quand tu mesures le magnésium dans le plasma, c'est que tu es en carence importante. Donc, on mesure parfois ce qu'on appelle le magnésium érythrocytaire, qui n'est pas super fiable, mais qui est déjà plus fiable que le magnésium. Et dans le cas du magnésium, en fait, l'anamnèse, c'est-à-dire l'enquête du professionnel, au sens alimentaire et au sens des troubles fonctionnels, de la fatigue, les difficultés de récupération, les fasciculations, les petits tremblements, l'oppression, la qualité du sommeil, bref, plein de petits signes qui nous font dire, bah, tiens, couplé en fait à l'anamnèse alimentaire où la personne ne mange pas de cacao, de légumineuses, d'oléagineuses, que je disais tout à l'heure, bah, ouais, ça peut se passer du côté du magnésium. Et donc, on teste et on voit tout simplement s'il réagit ou pas à la supplémentation. Mais il y aura une analyse préalable, en fait, au mieux biologique et en complément voilà, du regard du professionnel. Donc ça me semble important. Ouais. Super. Juste, je reviens juste, tu as parlé du coup des légumes. Est-ce qu'il y a une quantité de légumes minimum, maximum à manger, à pas dépasser? Parce que, on entend, «Ah, j'ai mangé beaucoup de légumes, bah, je fais que aller aux toilettes». Bah oui, c'est un peu le risque où, en tout cas, tu vas être ballonné, tu vas avoir des gaz, tu vas pas être bien. En fait, quand on regarde la littérature, globalement, on arrive souvent sur 800 grammes à 1 kilo de fruits et légumes par jour, ce qui est largement faisable, hein. Si tu prends, une portion de légumes,
le midi, le soir, encore une fois, du cru, du cuit, tu prends 2-3 fruits, on y arrive. Maintenant, ce n'est pas ce que font la plupart des personnes, malheureusement. Si on regarde les populations traditionnelles, on était sur des apports qui pouvaient dépasser les 1,6 kg. Donc, c'est énorme. Et le problème, c'est que si tu donnes 1,6 kg de fruits et légumes à quelqu'un aujourd'hui, effectivement, au niveau digestif, ça risque de bloquer. Donc, ça s'adapte en fait. C'est là où il faut de la progressivité, notamment par rapport à la nature du microbiote. Et puis commencer par des fibres qui sont douces, parfois sans la peau, sans les pépins, voire cuits, etc. Pour réhabituer notre microbiote aussi à tolérer ces fibres-là, hors pathologie, hein, sur les syndromes de l'intestin irritable, les SIBO, etc. Donc, pour des gens qui ont perdu l'habitude, voilà, de se dire je passe à 10 fruits et légumes par jour, ça peut être compliqué. Donc, étape par étape, mais l'idéal, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'idéal, mais l'optimal statistique sur la base de la littérature, on tombe souvent sur ces 800 grammes, 1 kilo, quoi, à peu près. Et la diversité des végétaux est très importante. Pour le microbiote, on sait que c'est un facteur de diversité bactérienne plus important que la quantité de fruits ou de légumes. Sauf si, bien sûr, tu en manges un demi par jour, ça ne fera pas beaucoup, mais on a besoin d'une certaine dose de fibres fermentescibles, à peu près 5 grammes par jour. Et après, ce qui est déterminant, c'est la variété des végétaux. On a une étude sur une cohorte américaine qui montrait que les populations qui avaient le plus d'alpha-diversité, c'est-à-dire de diversité bactérienne dans le microbiote, étaient les personnes qui consommaient plus de 30 variétés de fruits et légumes par semaine, ce qui était énorme en fait. Donc, voilà, mettre le maximum de variétés, c'est la base. Alors, Anthony, tu as donné énormément d'informations. Bon, je vous invite à réécouter le Pas faute, hein. podcast pour vraiment bien comprendre tout ce qu'on a expliqué. Mais maintenant, concrètement, une personne qui voudrait modifier un petit peu, petit à petit, ses habitudes pour mieux manger, par quoi est-ce qu'elle devrait commencer? Ça dépend de sa santé, de ses objectifs, mais on va dire de manière globale, l'insuline, ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est la clé. Donc, le petit-déj, c'est par exemple manger 1 ou 2 œufs coques, la poignée de noix, noisettes, amandes, le fruit. Par rapport au pain confiture, au pain de mie, Nutella, jus d'orange, galette de riz, galette de maïs, etc. De faire attention à la qualité des huiles. Voilà. Au moins 3 à 4 cuillères à soupe d'huile par jour, moitié olive, moitié colza. Colza, encore une fois, vierge première pression à froid, à garder au frigo, à manger en assaisonnement et non pas en cuisson. Les oléagineux, au moins 2 poignées par jour. Voilà, on a vu le petit-déj vers 16-17 heures, de réintégrer des légumineuses, notamment le soir, en fonction de la tolérance digestive, bien sûr. Là, déjà, on a des fondamentaux qui sont très intéressants. Et puis, je ne vais pas dire fuir les produits ultra transformés, mais en tout cas, de les garder pour une occasion et d'être au maximum sur ce qui vient de la terre ou en tout cas de produits bruts. Je pense que déjà, c'est très, très bien. Et notamment pour les soins d'insuline. Super. On va passer à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable, ton petit plaisir alimentaire, ta collation, ton snack, peu importe, favori? Eh ben, on parlait du cacao. Voilà, moi, c'est un peu mon cas de conscience. J'aime beaucoup le café aussi. Et le café, on le voit sous un angle négatif, alors qu'en termes de polyphénol, c'est très, très bénéfique. C'est une question après de tolérance à la caféine. Donc, j'ai envie de te dire, l'expresso avec un carré de bon chocolat, j'aime beaucoup. Maintenant, voilà, écologiquement, je suis un peu embêté. Donc, c'est là où c'est des questions de compromis, en fait, en tant que tel. Mais voilà, si spontanément, tu me demandes, pour moi, ou tu vois, des noisettes de bonne qualité avec un bon chocolat, je trouve ça super bon, quoi. Donc, par exemple. Ah, merci beaucoup, Anthony. C'était un épisode incroyable. Si on veut un petit peu plus d'Anthony, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, merci déjà, c'est sympa. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors sur les réseaux, même si je suis pas un super, voilà, je suis pas je cherche le terme, un influenceur et cetera, fort là-dessus. J'essaie de m'y mettre, il y a quelques années sur Facebook et autres, j'avais l'occasion d'y être plus. J'ai vraiment décroché. Sur Instagram, parce que le compte sur Facebook est saturé, parce que c'était pas un compte, public, donc sur Instagram, c'est possible. J'ai surtout un blog qui s'appelle santénutrition.com. Vous avez plein d'articles d'informations gratuits, à ce niveau-là.
Les podcasts, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, les conférences aussi, pas mal. Et puis les 2 livres dont on a parlé, Du bon sens dans notre assiette chez Actes Sud et Le traité de la pleine santé par l'alimentation durable qui est chez Duno. Donc tous les 2 sont dans les librairies, sur les plateformes, et cetera. Voilà. Si vous êtes sensible, mais vous voulez juste découvrir un peu le premier, Du bon sens, et si vous êtes déjà féru et que vous avez envie de rentrer dans les détails, le deuxième sera peut-être plus adapté, quoi. Ouais, je le confirme, Du bon sens dans notre assiette, il fait 300 pages ou quelque chose comme ça. Là, je l'ai 400. quasiment terminé et il est très, très bien. Donc, si vous devez commencer quelque part, commencez par celui-là et s'il vous a plu, passez sur celui de 1000 pages, par la suite. En tout cas, tous les liens seront, dans les notes de l'épisode, si vous voulez, voir le livre ou le site internet. Écoute Anthony, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour toutes tes explications. C'était hyper enrichissant. Tant mieux. Merci à toi. C'était très sympa. Donc, à une prochaine fois, du coup. Eh ben, avec plaisir et à une prochaine fois. Salut! Allez, salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.